Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, nous sommes dans une espèce de bordel tarifaire complètement hallucinant. Depuis que Trump est revenu au pouvoir, on nage dans un marécage économique fait de menaces douanières, d'annonces contradictoires et de pseudo-stratégies de négociation dignes d'un film de Michael Bay avec des chiffres à 8 zéros. 1, 2, 3, pas à peu près 8 zéros, peut-être même plus. Alors est-ce que les tarifs sont inflationnistes? Est-ce qu'ils créent de l'emploi? Est-ce qu'ils rendent vraiment l'Amérique plus forte? Est-ce qu'ils peuvent rendre l'Amérique plus forte? Est-ce qu'on peut vraiment ramener toutes ces soi-disant usines dans la mère patrie et la rendre great again une fois pour toutes, histoire tout simplement que les scénarios hollywoodiens puissent finir à nouveau comme d'habitude, avec des anti-américains, des méchants russes, des méchants chinois, tous les autres sont des méchants de toute façon. Mais peu importe, ce que l'on veut bien penser de la nouvelle ère Trump 2.0, même les experts ne sont pas d'accord aujourd'hui. Vous avez ceux qui hurlent que c'est la fin du libre-échange et d'autres qui applaudissent à demain en parlant de patriotisme, même de patriotisme économique. Mais si on veut savoir si c'est bon ou pas pour l'économie, il faut arrêter de réagir à chaud. Il faut peut-être juste simplement remonter dans le passé, faire ce que les politiciens ne font jamais, étudier l'histoire. Et en fouillant un peu, je suis tombé sur deux cas d'école. La Chicken War des années 60, une guerre commerciale entre l'Europe et les USA à cause de poulet, de l'excès de poulet qui a coûté cher au bus Volkswagen, vous comprendrez plus tard. Et l'autre cas d'école, c'est les machines à laver de 2018 où Trump a décidé de rendre le linge propre plus cher pour tout le monde. En France, il y avait Ariel qui l'avait plus blanc et aux States, c'était Trump qui l'avait plus cher au nom de la guerre tarifaire. Alors si ça vous dit de me suivre dans l'histoire des relations commerciales mondiales pour essayer de comprendre ce qui va peut-être nous arriver une fois que les élites qui nous dirigent se seront mis d'accord, ou pas, c'est juste après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la finance décomplexée, bienvenue sur Zone Bourse, je suis Thomas Veillet. Alors tout d'abord, un tout petit peu de contexte. Dans la période de l'après-guerre, les Allemands commencent à manger des quantités astronomiques de poulet. Les Américains flairent le bon filon et au début des années 60, les USA inondent l'Europe de poulet industriel produit en masse à très bas prix grâce à l'agriculture intensive. Déjà, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas voient leur marché local totalement noyé par les poulets américains. En 1962, les Américains ont vendu pour un demi-milliard de dollars de poulet aux Européens. Ce qui va devenir l'Union européenne décide donc de coller des tarifs douaniers sur les poulets qui sont importés sur le vieux continent. Comme quoi, c'est quand même pas les Américains qui ont commencé quelque part. En 1962, la CEE impose des droits de douane sur les poulets américains jusqu'à 47%. En gros, le poulet qui était vendu 1,60$ coûte désormais 2,25$. Résultat, les exportations de poulets américains vers l'Europe chutent de 90%. Et bien évidemment, les Américains se sont sentis agressés et ont décidé de riposter avec l'art et la manière. À cette époque, le prédécesseur de Trump, Lyndon Johnson, ne rigole pas. 2 ans plus tard, en 1964, il balance une riposte douanière sur 5 produits européens, dont les scooters, notamment les Vespa italiennes, la fécule de pommes de terre, autrement dit l'amidon, la dextrine, utilisée dans l'école, les adhésifs et consorts, et puis les camions légers, identifiés comme le combi Volkswagen, et le brandy ou le cognac, c'est selon l'origine. Et la mesure la plus marquante et la plus durable, c'est celle sur les camions légers importés, la fameuse 25% chicken tax qui visait notamment les constructeurs allemands et japonais. Et cette taxe est donc restée en place pendant des décennies, impactant fortement l'importation de pick-up et utilitaires légers étrangers aux États-Unis. Certains disent encore qu'elle existe sous une forme un peu différente. Bref, c'est une guerre commerciale lancée à cause du poulet qui a laissé des traces jusque dans les garages américains. On peut d'ailleurs retenir quelques anecdotes. Johnson aurait ciblé les vannes Volkswagen avec des intentions électorales pour satisfaire son électorat ouvrier qui voyait d'un mauvais œil l'arrivée des produits allemands, et ça a plutôt bien fonctionné. Les ventes de combi Volkswagen se sont rétamées de 50% dans la foulée de la mise en place de ces tarifs. Volkswagen a essayé de contourner la taxe en envoyant des vannes en kit à assembler aux USA, et Toyota, en tant que victime collatérale de la guerre, pour éviter la taxe, a commencé à construire ses usines aux USA. Moi, quand je vois ça, je me dis que Trump a dû voir le film. Conséquence de tout ça, les pick-up sont devenus un marché fermé et ultra lucratif pour Ford, GM et Chrysler, d'où l'omniprésence de ces derniers quasiment sans concurrence aux États-Unis. Le consommateur américain a payé plus cher ses véhicules pendant des décennies, l'Europe a payé ses poulets plus cher mais a protégé sa filière locale, et en moralité,
Les Allemands ont payé leur poulet plus cher et les Américains n'ont pas eu d'autre choix que d'acheter des pick-up américains. Et puis si vous croyez qu'en 2018, bien des années plus tard, on avait tiré les leçons du passé, laissez-moi vous parler d'un autre grand combat pour la liberté économique, la guerre du linge propre. Spoiler alert, ça ne sont pas la lessive à la lavande. Si on met un peu de contexte, en 2018, Trump utilise la section 201 du Trade Act de 74 pour lancer son America's First et décide de taxer les machines à laver qui viennent de l'étranger. Son objectif, c'est de créer de l'emploi et d'avantager les consommateurs américains. Il voulait aussi protéger Whirlpool face à Samsung et LG accusés de dumping. Les mesures consistaient en une taxe payée par la société exportatrice sur toutes les machines qui rentraient aux USA. 20% de taxes sur les 1,2 million de premières machines importées par année, puis 50% sur tout le reste. 50% de taxes sur les pièces détachées, et les conséquences immédiates se sont inévitablement fait ressentir. Whirlpool a embauché de 200 à 500 personnes de plus, les prix ont augmenté de 12% en moyenne, les coûts additionnels pour les consommateurs, 1,5 milliard de dollars par année. Samsung et LG ouvrent des usines aux USA pour contourner le problème. En gros, Whirlpool a créé quelques emplois, les ménages ont perdu quelques centaines de dollars. On appelle ça une victoire à géométrie variable. Mais alors pourquoi cette hausse des prix des machines à laver ? Eh bien tout simplement parce que les étrangers ont vu leur marge déjà maigre fondre comme neige au soleil, ils ont donc rebalancé les coûts tout simplement sur les consommateurs. Et comme aux USA, il devenait de plus en plus compliqué de trouver une machine à laver, les producteurs américains ont automatiquement monté les prix. Et oui, c'est tout simplement le principe de l'offre et de la demande. Comme l'offre n'avait pas changé, la demande a tout simplement augmenté. Et petite anecdote croustillante, l'effet domino, puisque même les sèche-linges, pourtant eux qui n'étaient pas taxés, ont vu leur prix grimper, parce qu'ils sont souvent vendus en package. Encore une fois, le consommateur a été la vache à lait de la guerre commerciale. Comme on l'a déjà vu avec la Chicken War, c'est toujours le consommateur qui paye. Vous et moi. Alors, est-ce que les tarifs douaniers sont une bonne idée? Parce que finalement, c'est là la question. Sur le papier, ça se tient plus ou moins pas mal. Ça encourage la production locale, ça crée des emplois. 1800 emplois ont été créés suite à cette initiative et ça rapporte des taxes pour l'État et ça permet peut-être, de baisser les impôts. Selon les chiffres du gouvernement américain, ils ont collecté 82 millions de dollars par année. En revanche, selon les études, ça aurait coûté 1,5 milliard de dollars de plus aux consommateurs. En groupe, bien sûr, pas par personne. Résultat, chaque job créé a coûté 815 000 dollars. Et c'est très cher. Dans les faits, les prix montent sous l'effet des tarifs et souvent sans relancer durablement l'industrie. Les entreprises trouvent des moyens de contournement et au final, encore une fois, c'est qui paye la note? Eh oui, c'est le consommateur. Le véritable impact des tarifs est donc indubitablement inflationniste, parfois durable et touche en priorité les foyers les plus modestes, comme d'habitude. En effet, aussi fou que ça puisse paraître, Musk ne sera pas impacté. Et même si Trump défend ses tarifs comme un outil de guerre économique, l'économie, elle, ne suit pas toujours le plan. Trump appelle ça de la stratégie, l'économie appelle ça un dérapage incontrôlé. Alors oui, bien sûr, on peut mettre des tarifs, mais il faut arrêter de se mentir. À la fin de l'histoire, c'est le consommateur qui trinque, pas la Chine en direct, et pas Xi Jinping sur son compte perso. Et pendant que les gouvernements se font la guerre à coups de taxes, eh ben nous on paye tout plus cher. C'est assez simple, et c'est comme ça que fonctionnent les tarifs. Mais avant de tout jeter avec l'eau du bain, il faut être honnête. Tout n'est pas acheté dans les tarifs douaniers. D'abord, il y a un effet de levier pour la relocalisation, puisque quand les tarifs sont bien ciblés, ils peuvent pousser des entreprises à s'implanter à nouveau localement aux États-Unis par exemple. On peut citer en exemple Samsung et LG qui ont ouvert des usines aux USA pour contourner les taxes douanières. Et ça a également encouragé d'autres industries à réfléchir à se relocaliser aux USA. Mais si on doit créer une usine à chaque taxe qu'on invente, on va finir par se relocaliser sur Mars. Bon, après Trump s'est fait virer, Biden est arrivé et finalement rien n'a changé. Néanmoins, on peut noter quelques points positifs pour les tarifs douaniers. D'abord, des recettes fiscales non négligeables. Une taxe de 10% sur toutes les importations américaines pourrait, je dis bien pourrait, rapporter 400 milliards de dollars par an, soit environ 8% des recettes fiscales aujourd'hui. Il y a bien sûr un effet politique et diplomatique, puisque utiliser les tarifs comme menace ou comme levier de négociation peut fonctionner dans certains cas. Mais attention aux effets secondaires, puisque selon l'université de Chicago et la Fed de New York, la première vague de tarifs de Trump a coûté environ 831 dollars par an
et par ménage américain. Une taxe de 10% généralisée sur toutes les importations pourrait coûter entre 500 et 800 $ par an par foyer selon ces études de consommation. Donc oui, ça peut avoir un intérêt stratégique, mais il ne faut pas oublier que chaque tarif est une taxe cachée sur le panier de la ménagère. Et c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement les chiffres de ces études. Plusieurs études indépendantes se sont penchées sur les effets possibles et là, accrochez-vous bien, la première estime que chaque foyer américain pourrait perdre 1700 $ rien qu'à cause de la hausse des prix, juste pour continuer à acheter des chaussettes et des grille-pains sous le drapeau américain. La deuxième étude parle de plus de 684 000 emplois sacrifiés au nom du Made in Patriotisme, ou presque 700 000 personnes qui risquent de se retrouver à chercher du travail dans un pays devenu trop cher pour produire quoi que ce soit. Et bien alors, le meilleur dans tout ça, aucune de ces études ne prend en compte la hausse des prix des produits locaux, ni les représailles commerciales qui risquent de nous revenir comme en boomerang, comme on l'a vu dans le cas des machines à laver. Bref, on lance une guerre tarifaire, on allume l'incendie, et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande au consommateur de venir éteindre les flammes avec son porte-monnaie. Eh oui, on ne construit pas une superpuissance avec des grille-pains hors de prix et des chaussettes made in Wisconsin. Et puis alors, autre sujet qui nous intéresse tous, l'impact sur les marchés financiers. Si Trump met vraiment en place une taxe généralisée de 10% sur toutes les importations, on peut que le supposer puisque ça change toutes les 20 minutes, mais partons avec une hausse de 10%, les marchés financiers ne vont pas rester calmes, loin de là. On peut donc s'attendre à des baisses dans les secteurs exposés à l'international, la tech, les détaillants, les automobiles, l'électronique, une volatilité accrue sur le S&P 500 et le Nasdaq car les investisseurs redoutent une flambée des coûts et une baisse des marges, et puis une hausse de l'inflation anticipée, donc tension sur les taux obligataires, ce qui ne nous arrangerait pas forcément étant donné la situation actuelle. Ça pourrait même être le pire des points et en même temps peut-être le meilleur, puisque l'on sait que Trump observe beaucoup le marché obligataire et que si ce dernier lui fait de l'œil, il se pourrait et qu'il ne reste pas insensible et qu'il se calme au niveau des tarifs. Et puis comme il y a toujours une autre face à la pièce de monnaie, les gagnants pourraient bien se trouver du côté des entreprises purement domestiques ou liées à la production locale, matériaux de construction, énergie locale et bien sûr les boîtes américaines qui produisent du 100% américain sur le sol américain. Attention quand même au dollar qui pourrait donc être qualifié d'incertain, ce qui, je le conçois, nous fait une belle jambe. En clair, un tarif généralisé provoquerait un choc de réallocation sectorielle et probablement une correction à court terme sur les valeurs de croissance et les multinationales. Mais bon, pour être honnête, en même temps, le plus dur sera de savoir si nous avons déjà pricé quelque chose avec les corrections que nous avons vécues lors du Liberation Day le 2 avril 2025 ou si les accords finaux attendus dans le courant de l'été nous donneront lieu à un second effet qui se coule lorsque l'on connaîtra le montant exact des tarifs pays par pays. Bref, la prochaine fois qu'on vous vend du patriotisme économique à 25%, demandez si c'est avant ou après TVA parce qu'au final, c'est de toute façon toujours vous qui allez payer. D'ailleurs, le poulet plus cher, sans compter que les ricains se sont quand même réinfiltrés en Europe avec le KFC et le colonel Sanders, la machine à laver plus chère et dans la foulée le sèche-linge aussi, dommage collatéral, le pick-up made in USA mais plus cher aussi, et pendant que les gouvernements se balancent des taxes à la figure comme des gamins en cours de récré, eh ben nous on passe à la caisse, encore une fois, encore et encore. Alors oui, les tarifs peuvent marcher, parfois, quand ils sont ciblés, mais bien pensés, calibrés. Mais dans la vraie vie, c'est souvent un plan mal ficelé, repeint aux couleurs de la fierté nationale et payé cash par toi, par moi, par tout le monde. Alors la prochaine fois qu'un politicien vous dira « Je vais taxer les importations pour sauver le pays », demandez-lui simplement et moi, à ton avis, je vais voter pour qui la prochaine fois? Et puis si vous voulez résumer cette vidéo en 8 secondes, on peut le faire comme ça. Tarif égale inflation, tarif égale croissance molle, tarif égale électeur à découvert qui cotise à la fin. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo et j'espère que vous avez bien compris que les tarifs, peu importe ce qui sera négocié, eh ben on va encore en parler. Et si quelqu'un vous balance la théorie de la préférence nationale, expliquez-lui qu'à la fin, c'est pas nous qui gagne, préférence nationale ou pas. Et puis alors, si vous voulez briller au prochain dîner ou quelqu'un vous sort « Trump protège les travailleurs », envoyez-lui cette vidéo, il vous remerciera, ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zone Bourse, d'activer la cloche pour ne rien rater, et puis bien sûr, on like, on partage, parce que ça fait toujours plaisir, et si vous avez d'autres sujets que vous voudriez aborder dans ces vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, et puis si vous voulez prendre la température des marchés boursiers tous les matins en vidéo, y compris le samedi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Swissquote en français, et d'ici là, à vendredi prochain et excellent week-end à tous. Salut!